Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur l'accompagnement résidentiel, ce deuxième webinaire, je devrais dire. Je suis Guillaume Ouellette, chercheur au CREMIS, donc le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales. Et aujourd'hui, je vais animer la discussion de ce webinaire thématique. Aujourd'hui, on plonge dans la thématique l'habiter et le rapport au logement. Je suis en compagnie de Laurence Roy, qui est professeur à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de McGill, et Christopher McCall, professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal, et tous les deux chercheurs au CREMIS, bien sûr. Donc, peut-être, Laurence, nous dire un peu c'est quoi le contexte aujourd'hui, pourquoi on fait ce webinaire-là, resituer un peu le contexte pour les gens qui n'étaient pas là et pour rappeler aux autres un peu comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire d'une série de 6. Pour ceux qui étaient là dans le premier, on a exposé les grandes lignes du projet et les principes qui émergent des résultats du projet. Aujourd'hui, après ce sympathique mot de bienvenue, on va parler, on va vraiment plonger au cœur du logement, des rapports au logement que les personnes accompagnées nous ont évoqués et des pratiques qui ont été considérées comme aidantes dans le contexte aussi de ce que les personnes qui accompagnent nous ont dit. Donc, ça va vraiment être le cœur de la présentation. Et ensuite, on va mettre ces éléments-là autour du rapport au logement et des pratiques aidantes à l'intérieur, autour du logement. On va les mettre en discussion avec d'autres sources d'informations sur lesquelles on s'est penché, Christopher, moi et toute l'équipe de recherche. Entre autres, les échos du Colloque national en itinérance qui s'est tenu en 2017, ainsi que les résultats du projet Chez Soi, qui s'est déroulé de 2009 à 2013. Donc, différentes sources d'informations qu'on va essayer de mettre en discussion. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que tout au long de la présentation aujourd'hui, on vous invite vraiment, vous avez la possibilité de le faire par la plateforme, à apporter vos questions, vos commentaires. Donc, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la présentation. Et il y aura 2 temps pendant lesquels on va vous demander, on va pouvoir amener ces questions et ces commentaires-là en discussion. Si vous voulez, quand vous posez des questions, c'est intéressant de savoir d'où vous êtes et peut-être votre nom, comme ça on pourrait vous saluer. Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut se lancer avec la première discussion. Dans le fond, pas la première discussion, désolé, le premier thème, le point de vue des personnes accompagnées et des personnes accompagnatrices. Oui, tout à fait. Donc, peut-être un rappel de la démarche. Donc, dans le cadre du projet ici, le projet SRA Québec, en fait, l'équipe qui était composée de moi-même, Christopher McCall, ainsi que 3 membres de l'équipe de recherche, Nancy Keys, qui est infirmière et praticienne-chercheur ici au CREMIS, Marie-Josée Doucet, travailleuse sociale et aussi praticienne-chercheuse au CREMIS, et Sophie Coulombe, professionnelle de recherche, toujours au CREMIS. Voilà. Donc, on a effectué des tournées régionales dans 9 régions du Québec. Et ces tournées régionales-là nous ont permis de rencontrer 24 personnes accompagnées qui recevaient des services d'accompagnement résidentiel et d'effectuer des entretiens auprès de différents informateurs clés, donc gestionnaires, intervenants en accompagnement résidentiel. À la suite de ces tournées-là, on a fait 4 focus groups, donc des groupes d'entretien auprès d'intervenants en accompagnement résidentiel dans 4 régions différentes. On a un peu mis en dialogue ce qui ressortait des témoignages des personnes rencontrées. Et le tout a culminé lors d'un événement de co-formation qui a eu lieu en février dernier ici à Montréal. Donc, c'est un peu les sources sur lesquelles je me base dans la discussion. Donc, dans le cadre du projet, ce qui est important de souligner, on a rencontré des gens qui, au moment de l'entrevue, recevaient des services d'accompagnement résidentiel sans égard à leur âge, leur région d'origine, leurs conditions de santé, leur genre. Puis, ça nous a permis vraiment de comprendre la place du lieu de résidence dans la vie des personnes accompagnées, qu'elles vivent en fait en hébergement, dans un logement qui est dit permanent ou dans un logement qui est dit transitoire ou temporaire. Donc, vraiment une diversité de situations. Évidemment, quand on a fait les entrevues, ces entretiens-là, ça constitue un portrait, c'est un instantané du présent, mais les gens ont évoqué le passé et évoqué l'avenir aussi. C'est autour de ces différents temps du logement que ma présentation va se structurer. Donc, je vais d'abord parler du passé, le avant.
les parcours résidentiels des personnes, ce qu'elles en ont dit et ce qu'elles ont dit aussi des périodes de transition entre leur situation antérieure et la situation actuelle. Ensuite, je vais parler du quotidien en logement tel que décrit par les personnes, donc vraiment leur rapport au logement et à l'habiter dans 4 dimensions. Et enfin, on va parler de l'avenir. On va parler de ce que les gens évoquent quant aux possibilités résidentielles futures. Donc, ce qu'elles ont dit ensuite. Et finalement, on va aborder qu'est-ce que tout ça nous dit sur les pratiques considérées comme aidantes, les pratiques considérées comme porteuses de sens pour les gens dans leur rapport au logement. Et on va amener là, la parole des personnes qui accompagnent, donc comment ça résonner ou pas avec les personnes intervenantes, gestionnaires qui sont accompagnatrices. Voilà. Donc, on commence. Vous avez à l'écran quelques mots-clés sur l'avant. Les personnes rencontrées se trouvaient dans toutes sortes de situations avant de recevoir les services actuels. Évidemment, chaque parcours est unique, mais on peut identifier 4 figures plus fréquents qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Le cas le plus fréquent, c'est celui de personnes qui se trouvent à un moment ou un autre lors de l'entrevue d'un parcours en étapes. Donc, ils passent à travers différentes phases. D'abord, rue ou instabilité, différents hébergements d'urgence, différents logements de transition pour finalement atteindre un logement autonome. Et ça peut être la première fois ou non que les personnes sont dans ce cycle-là. Deuxième type de parcours qui est assez similaire au premier, mais qui est peut-être plus calqué sur le modèle logement d'abord, donc c'est un parcours à étapes réduites. Ce parcours-là ressemble au précédent, mais à la différence que les gens sont dans une situation où sont généralement dans un logement autonome avec une subvention. Ils nous disent qu'ils ont choisi le logement actuel et qu'ils peuvent rester là aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Et donc, en général, l'étape du logement de transition n'a pas eu lieu, a été éliminée dans ce cas de figure-là. Un troisième cas de figure qui n'est pas exclusif aux autres, donc les gens peuvent avoir été en étape et se retrouver aussi dans ce troisième cas de figure, c'est celui d'une sortie d'institution. Donc, c'est vraiment là où la sortie d'institution, c'est le point zéro à partir duquel le récit des personnes est construit. Sortie d'un centre de jeunesse, d'un centre de détention, d'un centre de thérapie, d'une hospitalisation en psychiatrie, par exemple. Et finalement, on a un quatrième groupe de personnes qu'on pourrait qualifier de à risque ou vulnérables, où les gens ne se sont jamais retrouvés en itinérance de rue proprement dite, mais elles sont accompagnées probablement pour éviter que ça se produise. On arrive maintenant à la période de transition en situation antérieure et actuelle, et ça se vit de différentes façons. Cette transition-là, les gens nous en parlent beaucoup. Ça vient avec énormément de contraintes, de points positifs également, de possibilités qui s'ouvrent. Il y a 3 façons dont la période de transition est décrite. D'abord, un ultimatum. C'est quand les gens nous parlent d'un moment où c'est soit le corps qui n'en peut plus, qui est arrivé vraiment à un point extrême, une situation de violence qui perdure ou qui se cristallise, ou toute autre situation qui est vécue comme sans issue. On a une participante, par exemple, qui nous décrit le moment où elle a demandé de recevoir des services d'accompagnement. Elle nous dit, quand je suis arrivée là, je n'avais pas de dents, pas de lunettes, je marchais avec une marchette, et on parle d'une personne à la mi-trentaine qui se trouvait vraiment dans une situation difficile. Un deuxième cas de figure, c'est celui d'une demande d'aide, souvent suite à une sortie d'institution où les gens se retrouvent à une sortie d'une institution quelconque et nous disent je me sentais encore trop fragile, j'avais nulle part où aller, donc il y a une demande d'aide qui est formulée à ce moment-là. Et un troisième cas de figure, c'est celui où le passage entre la situation précédente et la situation actuelle se vit dans la contrainte. Ça peut être parce que les intervenants ne nous considèrent pas prêts pour le type de logement auquel on aspire. Ça peut être parce que le juge a prescrit un certain type de logement. Malgré leur petit nombre dans l'échantillon, ça va peut-être interpeller Guillaume, on note que toutes les personnes rencontrées qui ont une déficience intellectuelle décrivent ainsi leur expérience. En général, la situation ne leur convient pas. Les participants ont parlé abondamment du moment de la transition et de ce qui a compté sur eux, ce qui a compté pour eux à ce moment-là. Donc, il y a des similitudes et des différences selon que les personnes sont arrivées en hébergement, en logement temporaire, en logement permanent.
Pour l'ensemble des personnes, ce qu'on constate, c'est que même si objectivement, arriver dans un hébergement, dans une situation plus stable, c'est une amélioration objective de la situation, ça demande aussi des renoncements, des sacrifices, un certain nombre d'efforts. Pour les personnes arrivant en logement autonome, plusieurs disent d'emblée qu'ils ont trouvé un appartement tout seul, que c'est le fait d'être débrouillard, plutôt proactif, qui leur a permis de trouver un logement qui leur plaisait. Et à partir de ce point-là, il y a différentes stratégies qui sont déployées pour s'approprier le logement, pour habiter vraiment un logement autonome, autant physiquement que symboliquement. Les participants nous disent je dois réapprendre à vivre comme si j'avais 18 ans, comme si j'avais logement. Un bon locataire, un bon pas trop déranger. Cette transition-là prend un sens différent pour les personnes qui sont dans un environnement comme un logement ou un logement d'anciens. Cette communauté, ça peut renoncer à des biens, parfois à des animaux. Mais surtout dans les semaines qui suivent la transition, c'est d'abord et avant tout respecter un environnement bien santé, les règles au logement, que ce soit des propriétaires, des administrateurs, concierges intervenants, responsables d'organismes. C'est au cœur de l'expérience d'habiter quelque part. Logement. Alors, dans le les différents types de rapports qui sont évoqués avec les propriétaires. Donc, c'est parfois quelqu'un qui est plutôt absent, un peu un fantôme, on décrit comme un fantôme, une boîte. Parfois, on ne le connaît quasiment pas. Parfois, il est quasiment tout le temps ici, puis ça va être quelqu'un de positif, d'aidant. Il y a aussi parfois des rapports de violence qui peuvent apparaître dans les relations de propriétaires et locataires. Quels sont construits? Le propriétaire, c'est avant tout une figure à laquelle les participants doivent prouver leur mérite ou auprès de laquelle ils doivent trouver ou retrouver une crédibilité perdue. Soit parce qu'ils ont eu des manquements antérieurement comme locataires, donc ils sont retrouvés en défaut de paiement, ils ont un mauvais crédit. Mais le plus souvent, simplement parce qu'ils ont des marques identitaires de pauvres, de jeunes de la rue, d'itinérants, de marginaux. Par exemple, un participant nous dit qu'au début, la personne ne m'avait pas fait confiance, elle m'avait vu l'allure, elle m'avait vu les tapis. Donc, déjà, ça nous donne des indices sur des pratiques qui sont vécues comme positives dans l'accompagnement résidentiel. Les rapports propriétaires sont très différents pour les personnes qui résident dans un logement ou un hébergement associé à un organisme communautaire. Plusieurs participants, plusieurs personnes expriment une certaine confusion entre le rôle qui leur apporte et le responsable du logement. La capacité à garder leur logement, bien, ça devient tributaire de leur capacité à respecter les règles. Et si pour certains, les règles sont vécues de façon positive parce que ça leur amène une structure dans leur vie, pour d'autres, elles sont extrêmement contraignantes, comme un participant qui nous dit on donne quasiment sa vie en rentrant là. La deuxième dimension du maintenant, du quotidien, c'est celle de la sécurité, qui est vraiment un thème saillant. Puis ça, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on retrouve assez bien dans la littérature autour du logement. La fonction du logement comme espace de protection, de sécurité. Et là, cette sécurité-là, c'est vraiment de la comprendre de façon multidimensionnelle. C'est avoir un espace à soi où on est moins exposé au monde extérieur, évidemment, mais c'est aussi sous l'angle de la sécurité financière, matérielle, alimentaire. Donc, ça va un peu plus en profondeur. La grande majorité des participants sont dans un moment de leur vie à l'entrevue où leur bien-être matériel, la qualité de leur environnement physique s'est grandement améliorée. On parle d'appartements propres, assez grands, lumineux. Et c'est important d'avoir cette
espace-là où on peut ne pas être exposé physiquement aux autres, au monde extérieur, aux éléments. Par contre, il y a des exceptions où le logement est inadéquat pour différentes raisons. Surtout en milieu urbain, on retrouve des logements pas du tout insonorisés, des logements où on souffre de chaleur extrême lors des épisodes de canicule qu'on connaît de plus en plus souvent. Il peut y avoir des immeubles décrits comme pas mal rock'n'roll, où les participants se sentent plus ou moins en sécurité en raison des comportements des autres résidents. Je pense que ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas tant la sécurité objective qui compte, donc par exemple le taux de criminalité d'un certain quartier, mais plutôt le vécu des participants et souvent le nécessaire éloignement d'espaces vécus comme non sécuritaires. Donc par exemple, quelqu'un qui nous dit être sorti du quartier où est-ce que j'ai été violenté. Donc c'est vraiment de prendre ce récit-là et ces histoires-là en ligne de compte. La sécurité en logement prend un autre sens lorsqu'on l'évoque sous l'angle de la sécurité financière, matérielle, alimentaire. Donc, évidemment, une subvention au loyer, quelle que soit sa provenance, augmente de beaucoup le sentiment de sécurité. Un participant nous dit, sans la subvention, avec le revenu que j'ai, je serai encore dans la rue. Juste le prix des loyers, même le prix des chambres, il ne reste quasiment plus rien à manger. Par contre, pour beaucoup, le budget reste serré et précaire. La précarité matérielle et financière, c'est donc une autre source d'insécurité dont on doit tenir compte dans le rapport au logement et le rapport à l'habiter. Une troisième dimension, entre intimité et cohabitation, c'est vraiment là qu'on parle du bien-être émotionnel. Donc, plusieurs participants, la plupart, évoquent comment leur expérience d'habiter quelque part. Ça dépend de leur rapport aux autres habitants ou à l'absence d'autres personnes dans leur logement. Un premier constat qu'on a fait, c'est qu'entre une vie collective, donc par exemple en hébergement où il y a plusieurs personnes qui partagent des espaces, et une vie solitaire, donc être tout seul dans son logement. Les autres façons d'habiter qu'on retrouve assez fréquemment dans la population, donc habiter en couple, habiter en famille, là, au sens large de famille, habiter en colocation, sont peu présentes dans le discours des participants. Parfois, c'est pas faute d'y avoir envisagé. On a un participant qui évoque avoir pensé à la colocation, mais il a renoncé parce que l'ami envisagé avait des problèmes de consommation. Par contre, c'est souvent les règles ou les systèmes qui font en sorte qu'on ne peut pas cohabiter. Plusieurs participantes nous disent souhaiter habiter en couple, mais, je cite, on n'a pas le droit de vivre ensemble à cause de l'aide sociale ou il y a vraiment des règlements stricts sur le fait qu'il habite avec moi. Selon leur parcours, plusieurs personnes vivent ou ont vécu des situations où on doit partager plusieurs choses. Par exemple, une chambre de bain à 3-4 personnes, partager la cuisine, le frigidaire, partager tout, autrement dit. Ça peut être vécu comme intrusif, heurtant le besoin d'intimité. Les personnes évoquent souvent la vie collective de façon ambivalente, entre tensions et conflits quotidiens, et l'appréciation d'une certaine vie de groupe, d'activité de groupe perçue comme plaisante. Pour les participants qui se retrouvent seuls en logement, mais on peut souvent vouloir contrôler qui a accès au logement, donc vouloir tenir à cette intimité-là retrouvée. Beaucoup nous disent, quand je me retrouve tout seul chez nous, ben, c'est pas mal un cadeau. Et en contrepoids avec ce désir d'intimité-là, ben, celui d'établir des relations sociales significatives, entre autres avec les personnes qui étaient présentes dans nos vies avant la transition, ça demeure très présent chez un certain groupe de participants, pas tous. Ben là, il peut y avoir une certaine ambivalence entre le désir de protection, par exemple, face à un ex-conjoint violent, et le désir de maintenir ces liens-là qui restent significatifs. Donc, c'est assez présent dans le récit des participants. On voit donc que ces trois premières dimensions-là nous indiquent qu'habiter, c'est beaucoup autour de deux axes, en fait. Un premier axe qui est assez individuel, il y a des valeurs de choix, d'intimité, de sécurité, de protection qui dominent. Et un axe plus relationnel où la personne désire des rapports sociaux significatifs, désire être reconnue, appréciée à l'intérieur et à l'extérieur du logement. C'est donc logique qu'on parle de possibilités d'action à l'intérieur, à l'extérieur du logement, des possibilités d'action qui sont parfois difficiles. Il y a la pauvreté, il y a l'absence de travail, parfois l'état de santé ou un traitement médical à domicile qui peuvent même enfermer dans le logement, ce qui peut poser des risques pour la santé et le bien-être. Quelqu'un nous dit, il faut faire quelque chose pour sortir de la maison parce que j'étais après devenir folle. Pour certains participants, surtout lorsque l'arrivée en logement est récente et qu'il y a eu de la violence avant, ben, le désir de profiter de sa quiétude domine. Le besoin de protection a préséance à ce moment-là. Mais à plus long terme, il y a un participant qui note comment le besoin de sécurité et de protection peut devenir paralysant. Il nous dit « Je suis allé là pour être sûr d'avoir une place safe. » Puis là, on s'assoit, puis là, on veut comme savourer le fait qu'on a un break. Je ne sais pas c'est où, pourquoi est-ce qu'on reste jamais dans l'appart.
puis qu'on ne bouge plus. Mais moi, je te dis, on ne bouge plus. Je vais faire des choses pareilles, mais les moves à faire pour que ça avance, est-ce que je suis damnée parce que je suis un toxicomane ou je préfère quelque chose de bien puis d'autre que d'être enfermée chez nous? Donc, en conclusion, pour l'avenir, plusieurs évoquent ce qui les attend en matière de logement. Certaines personnes donnent l'impression d'être arrivées quelque part où on est bien, où on mène et on veut mener une petite vie normale, plus relaxe, tranquille et avoir une stabilité. On peut en avoir assez d'un passé qui peut être marqué par l'instabilité, parfois la violence. Un autre groupe de personnes, c'est l'idée d'être toujours prêt à partir. Donc, dans ce cas-là, le logement peut constituer juste une pause dans une trajectoire de mobilité, de mouvance. C'est là que les populations se différencient. Par exemple, les jeunes, des jeunes qui sont accompagnés, nécessairement vont peut-être se retrouver plus dans une posture d'exploration où ce logement-là, c'est vécu comme une première fois, comme d'autres premières fois. Un premier emploi, la première fois qu'on habite en ville, par exemple. Donc, c'est l'idée d'accompagner, mais dans une trajectoire qui est toujours en mobilité. Et enfin, ce qui émerge clairement quand on parle de l'avenir, c'est l'abondance des sources d'incertitude qui fait que peut-être on va devoir quitter un jour. Et ces sources d'incertitude-là sont un peu partout. Demeurant logement de transition, si l'échéance est plutôt courte, ça vient avec son lot d'incertitudes. L'échéance peut aussi être liée aux capacités physiques des personnes. Donc, est-ce que mon état de santé va pouvoir me permettre de continuer à demeurer là? Et pour d'autres, le caractère temporaire de programmes de subvention au logement constitue également une autre source d'incertitude, et là, c'en est seulement quelques-uns. Tous ces témoignages-là nous permettent de réfléchir à ce qu'on apprend des pratiques, en fait, qui sont considérées comme aidantes. Il y a nécessairement un lien entre les besoins qui sont évoqués et les pratiques qui aident. Un premier élément, je pense, qui est important de souligner autour du besoin de sécurité puis du rapport au logement où la sécurité, la protection est vraiment centrale, c'est l'idée de recevoir des services qui sont dans l'idée de l'invitation. L'idée d'être invité même à recevoir des services plutôt que d'y être dirigé et celle de pouvoir à son tour inviter l'intervenant. Donc, par exemple, à entrer chez soi. Ça peut être présent à différents moments de l'accompagnement résidentiel. Mais quels que soient les milieux de vie, des visites surprises, soit dans la chambre, dans le logement, sont vécues comme particulièrement négatives, surtout pour les femmes. L'importance des visites effectuées de façon planifiée, sur invitation, sans coercition, sans surprise, c'est crucial parce que ça permet de renforcer le sentiment de sécurité. C'est aussi l'idée de considérer la sécurité dans toutes ses dimensions. Donc, une pratique qui est aidante, c'est quand les intervenants voient la sécurité de façon globale, multidimensionnelle. Les personnes rencontrées évoquent à quel point des intervenants qui se soucient de leur sécurité alimentaire, matérielle, c'est important. De leur offrir une constellation de services pour ça. Ils ont identifié des pratiques particulièrement aidantes. Le transport en voiture par l'intervenant qui peut être vécu de façon assez banale, mais c'est crucial, surtout en milieu rural, pour que les personnes puissent se déplacer. La fiducie, le soutien à la gestion du budget, l'aide à la résolution de problèmes au quotidien, c'est des éléments souvent évoqués pour renforcer le sentiment de sécurité. En lien avec le deuxième thème qui est le logement comme lieu de relation sociale, en lien avec des notions d'intimité, de cohabitation, c'est tout le rôle de soutien émotionnel qui devient central. Je pense qu'il est intéressant, ce qui est ressorti, c'est que le soutien émotionnel au quotidien, ça ne varie pas selon la situation résidentielle ou le milieu de vie. Le besoin de ventiler parfois au quotidien, c'est tout aussi présent lorsque la personne vit seule dans un logement autonome, puis qu'elle peut donc évidemment se sentir isolée, que lorsque la personne vit en cohabitation ou en collectivité, mais elle évite de parler de ses problèmes pour ne pas déranger ou ennuyer les autres autour. Donc, l'intervenant et le soutien émotionnel restent absolument crucial. Un autre élément d'accompagnement qui est très important, c'est l'idée d'accompagner ce qu'on a appelé le déficit de confiance. On voit bien dans les rapports avec les propriétaires, les autres figures d'autorité que les personnes expriment vivre un certain déficit de confiance ou de reconnaissance. Les personnes évoquent alors à quel point le rôle de modération, d'intermédiaire, voire de défense de l'intervenant dans les rapports avec les figures d'autorité, propriétaires, mais aussi des représentants d'aide sociale, par exemple, c'est crucial. Donc, une part de l'accompagnement résidentiel, c'est de combler ce déficit de confiance-là. Très important.
Et finalement, une autre pratique qui est vue comme très importante, c'est d'éviter la confusion des rôles. On en a déjà parlé, mais éviter qu'une même personne porte le chapeau d'aide et de soutien et celui de figure d'autorité en matière de logement. Finalement, toutes ces pratiques aidantes-là doivent être placées dans le contexte des contraintes. Plusieurs pratiques ont été aussi évoquées par les intervenants et intervenantes. Par contre, l'importance du contexte est absolument cruciale. Plusieurs intervenants et intervenantes nous ont parlé des contraintes liées au marché locatif, un marché locatif restreint, ou les possibilités d'avoir accès à un logement abordable et adéquat pour les personnes, et là encore, pour différentes populations. Donc, par exemple, des logements qui sont adéquats pour des personnes âgées en perte d'autonomie, ça va être un défi très particulier pour les intervenants. Plusieurs, ensuite, consacrent beaucoup de temps et d'énergie à entretenir des rapports positifs avec un réseau de propriétaires. C'est vraiment quelque chose qui a été central dans les récits des intervenantes et intervenants. L'idée de ne pas brûler les propriétaires, d'avoir des relations positives avec eux. Surtout dans le contexte en région où il y a un petit nombre de propriétaires qui peuvent détenir un grand nombre de logements abordables ou disponibles. Donc, ça devient extrêmement central d'avoir des bonnes relations avec les propriétaires. Et puis, ça peut faire en sorte que les intervenants ont décidé de sélectionner certaines personnes plutôt que d'autres pour recevoir de l'accompagnement, pour mettre en valeur leurs bons candidats, entre guillemets, évidemment. Et finalement, une dernière contrainte, c'est la capacité des ressources communautaires. Elle est liée à l'autre. Donc, pour une personne qui peut avoir des besoins d'accompagnement ou une demande d'intensité d'accompagnement plus grande, bien évidemment, les ressources nécessaires ne sont pas toujours disponibles au moment où on en a besoin. Donc, il y a nécessairement un jeu puis un rapport entre ces différentes contraintes-là. Donc, ça clôt pas mal ma présentation. Est-ce que, je ne sais pas, Christopher, Guillaume, les personnes dans l'audience, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations qui persistent? Vous pouvez écrire dans le chat, donc on voit les questions apparaître dans le chat et non dans la question-réponse sur le logiciel. Merci, Laurence. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ce que j'en retiens, en fait, c'est que c'est un grand jeu d'équilibre entre plusieurs choses. L'équilibre au niveau individuel, au niveau relationnel, le rapport soutien-contrôle, ou du moins contrainte, qui est délicat, et de rencontrer les besoins multiples, finalement, de répondre aux besoins multiples de ces personnes-là, puis pas de façon seule, mais de façon coordonnée avec des parties prenantes. Donc, c'est quand même un jeu d'équilibre assez complexe, finalement, pour arriver à mettre tout ça en place. Oui, tout à fait. Et moi, je dirais aussi que ça annonce assez bien les webinaires qui s'en viennent, parce que Laurence a couvert plusieurs dimensions du rapport au logement, de l'accompagnement, juste pour rappeler un peu ce qui s'en vient, parce que toute la question de la santé et le logement, et puis l'impact que ça peut avoir sur diminution du stress, la tranquillité, mais parfois aussi le sentiment d'insécurité qui est maintenu pour certaines populations, parce qu'on est en logement, parce qu'on a déjà vécu des traumas en logement, notamment pour des femmes. Ça, c'est le thème de la prochaine fois, donc on va pouvoir creuser cet aspect-là la prochaine fois. Et on vous invite aussi à nous apporter vos réflexions entre-temps. Et ensuite, le relationnel. Donc, tu as beaucoup parlé, Laurence a beaucoup parlé aussi de la question de la relation avec soi-même, avec les autres, cette espèce d'ambiguïté. C'est les thématiques du webinaire qui suit après. Donc, on va pouvoir creuser cela. Et ce thème très important qui suit par la suite, toute la question de l'autonomie, qui est très présent dans les entretiens, notamment avec les entretiens avec les intervenants. Cet objectif de l'autonomie, parfois qui est vu comme étant difficilement atteignable. Donc, toute une discussion autour, c'est quoi l'autonomie, c'est quoi les limites de l'autonomie par rapport à la vie en logement, par rapport à l'accompagnement. Donc, c'est le thème du séminaire suivant. Et pour terminer, sur la question du temps, donc aussi que tu as abordé, toute ta présentation était structurée sur l'avant, l'actuel, l'après, ce qui s'en vient. Il y a aussi le temps de la vie quotidienne, les routines de la vie quotidienne, la manière de structurer sa propre routine, et de ne pas peut-être une merci d'autres acteurs qui imposent d'autres types de routines. Donc, juste pour dire, donc, ça annonce assez bien, je dirais, les thématiques qui s'en viennent. Donc, c'est comme si ça met la table. Tout à fait.
Une chose aussi que j'ai remarqué, c'est la place de l'empowerment, de l'autodétermination là-dedans, dans le respect vraiment, de favoriser les conditions pour que la personne se sente pas l'objet de l'intervention, mais qu'elle se sente plutôt dans le siège du conducteur, si on comprend bien. Oui, ben, je pense que c'est une pratique transversale là, à travers, pas seulement dans le logement, mais tout ce qu'on a parlé de l'accompagnement. Une des pratiques transversales, c'est vraiment que la personne se sente reconnue. On a parlé beaucoup dans l'approche logement d'abord du rétablissement, qui est un peu un modèle campé dans la santé mentale. Mais je pense que les résultats, les témoignages des personnes nous permettent de restituer ça pour l'ensemble des personnes qui sont accompagnées. C'est d'avoir des rapports, en fait, qui sont selon les forces des personnes, où elles se sentent reconnues, elles se sentent valorisées. Donc, je pense que c'est vraiment transversal à l'ensemble des pratiques. Puis ça qui ressort aussi des entrevues avec des tables rondes, focus group, c'est beaucoup les contraintes. Tu les as mentionnées, moi je pense qu'on peut revenir là-dessus. C'est les contraintes contextuelles finalement. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé particulièrement, c'est un organisme qui a établi un bon lien avec un CIUS en termes d'avoir du soutien, d'avoir des suivis et une pratique qui est assez exemplaire d'une certaine manière pour aider les gens à se mener en logement, mais qu'il y a des limites dans le nombre de personnes qui peuvent être, le terme qu'on utilise, c'est placé en logement. Et donc, ça soulève directement la question de la disponibilité des logements. Et donc, il y a toujours ces contraintes. Donc, il y a les pratiques aidantes qui étaient bien décrites par Laurence. Il y a des contraintes de l'aide sociale, la contrainte de revenus, de l'appauvrissement des gens. Mais il y a vraiment la question du marché du logement qui est un peu on parlait de propriétaire fantôme, mais c'est aussi un peu le fantôme ou l'éléphant dans la pièce. Et puis les intervenants, évidemment, soulèvent ça. C'est qu'au-delà de la possibilité ou la difficulté d'accompagner des personnes qui sont perçues comme ayant des difficultés ou des problèmes d'adaptation à cette vie en logement, de quel logement est-ce qu'on parle? Quel est ce marché du logement? C'est variable à travers le Québec, évidemment. On a vu une certaine différenciation à travers les différentes régions. Et ça reste très central, évidemment. Tout à fait. Puis souvent, en fait, quand on parle de personnes qui ont des grands besoins d'accompagnement, donc on parlait de ne pas brûler les propriétaires, c'est vraiment le nœud est là, c'est d'avoir à la fois les ressources pour trouver un logement, le garder, qui est le lot des intervenants, mais aussi pour accompagner. Donc, c'est cette dualité-là qui est un peu à la base du logement d'abord ou SRA, peu importe comment on l'appelle, où on a un pan qui est sur le logement et un pan qui est sur l'accompagnement. Et comment, je pense, c'est une question qu'on s'est posée tout au long du projet. Pour certaines populations, ça peut très bien se passer, puis on peut avoir les ressources nécessaires. Qu'en est-il quand on parle de d'autres populations? Donc, justement, par exemple, des personnes âgées en fin de vie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et quelle intensité d'accompagnement, par exemple? Je nomme une population parmi d'autres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes d'intensité et même d'adaptabilité du logement pour ces personnes-là? On arrive rapidement, en fait, au bout des ressources disponibles. Puis peut-être c'est la grosse question qu'on peut, peut-être pour ajouter à la discussion, en tout cas qui me reste à l'esprit, puis on va continuer à explorer, c'est le modèle comme idéal qu'on aimerait mettre en place et les ressources dont on dispose pour le faire. Parce que souvent la difficulté que les gens peuvent avoir de mettre en pratique une approche SRA ou une approche qui s'approche du logement d'abord, c'est cette question de ressources financières, professionnelles, logement disponible. Donc, c'est comme si c'est le monde réel qui vient rappeler, un peu, rappeler à l'ordre. Tout à fait. On va faire la transition avec l'autre point. Donc, Christopher va nous faire les échos du colloque national en itinérance finalement qui s'est tenu en 2017 et qui est directement lié, qui est une source aussi de données là, pour nous pour parler du SRA. Oui, je voulais rappeler dans un premier temps quand même que c'est 3 sources d'informations sur lesquelles on s'est fondé pour réfléchir sur la stabilisation résidentielle avec accompagnement au Québec. Il y a l'expérience que plusieurs d'entre nous ont eu comme chercheurs, praticiens
dans le projet Chez Soi à Montréal, tout ce qu'on a appris et qu'on continue à apprendre parce qu'on a généré énormément de données. Moi, j'étais particulièrement responsable des entrevues narratives avec les personnes participantes. Mais il y avait aussi le colloque national en itinérance de 2017, qui était un moment quand même assez exceptionnel en termes de la présentation de pratiques, de mise en discussion, les défis et les enjeux soulevés. Alors, le document que nous avons mis en ligne hier, qui fait état, c'est un document que j'ai préparé à partir des fiches synthèses que les présentateurs, présentatrices ont présentées au colloque, qui ont souligné les enjeux et défis par rapport aux pratiques qu'ils ont réussi à mettre en place. Donc, je pense qu'il y avait jusqu'à une soixantaine de présentations, une trentaine d'ateliers. En tout cas, il y avait beaucoup de discussions, 600 participants. Et je pense que le colloque est un moment assez fort pour vraiment capter un peu à ce moment-là, donc 2017, où est-ce qu'on était dans la réflexion sur l'intervention en itinérance des populations présentes, etc. Donc, alors, c'est une troisième source importante d'information pour nous avec notre projet SRA. Quelques échos de ce colloque, vous pouvez lire en ligne le document qui commence finalement avec la question des différentes populations. Nous, on a présenté au dernier webinaire un certain nombre de principes fondamentaux pour nous dans la stabilisation résidentielle avec accompagnement. C'est disponible sur le site du CREMIS. Et le premier, c'est le principe de la diversité des populations. Les diversités des populations qui souvent disparaissent un peu derrière, on peut dire, l'étiquette itinérance, qui est une étiquette souvent que les personnes elles-mêmes rejettent. Je ne me considère pas comme un itinérant. Et effectivement, au colloque, il y avait des grandes discussions autour de cette question de l'étiquette itinérance et puis notamment des populations. Moi, j'ai identifié donc 7 populations nommées et pour chacune de ces populations, l'enjeu de l'accompagnement résidentiel se pose différemment d'une certaine manière. Évidemment, il y a des choses communes qui traversent ces différentes populations. Beaucoup de gens sont sur l'aide sociale, par exemple, donc sont soumis au règlement de l'aide sociale et puis sont sujets donc à une situation d'appauvrissement, difficile accès au loyer. Mais cela dit, et puis ça rejoint ce qu'on a vu dans le projet SRA, donc il y a des jeunes en transition vers la vie adulte, qui est nommé comme souvent un parcours difficile, des jeunes qui sortent des centres jeunesse, par exemple, qui ont vécu pendant plusieurs années un rapport avec le chez-soi qui est très problématique et avec la vie familiale. Donc, il y a tout cet enjeu-là des jeunes qui, au colloque, sont identifiés comme étant dans une situation d'instabilité, de passage, de parcours, de transition, et qu'on a vu aussi dans le projet SRA, je pense que Laurence en a parlé tout à l'heure, population spécifique qui exige une approche spécifique, qui ne se voit pas forcément là en train d'embarquer dans un logement permanent. De l'autre côté, donc, les femmes qu'on a vues aussi tout à l'heure, puis le colloque, donc, beaucoup d'échanges autour de la situation des femmes en itinérance. Et c'est varié, mais il y a quand même ce constante de violence, d'abus que certaines femmes auraient vécu depuis longtemps. Et donc, par exemple, une responsable, et certaines femmes peuvent exprimer la crainte de se trouver seules en logement par rapport à ce qu'elles ont vécu, le logement étant le site où la violence a eu lieu. Et même sur les discussions sur l'itinérance cachée, on cite le cas souvent des femmes qui vivent avec un conjoint violent comme étant dans une situation d'itinérance cachée. Dans les faits, sont dans une situation de violence de la part des hommes qui sont subis par énormément de femmes de différents milieux. Et donc, ça pose une question aussi d'accompagnement résidentiel très particulier, très spécifique. Donc, c'est une autre population. Après, bien sûr, il y a la question des hommes désaffiliés qui souvent ont été très malmenés par le marché du travail qui est assez dur pour les personnes vieillissantes qui, à l'âge de 50, 45, 50 ans, il y a différentes ruptures qui peuvent mener des gens à la rue. Et souvent, c'est des hommes qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter à la vie en logement, à s'éloigner de ces gens qu'ils ont connus à la rue, parfois depuis, on a eu des cas dans le projet SRA depuis des années, depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et donc, c'est un autre cas de figure, d'autres difficultés. Puis, dans le colloque aussi, il y avait une présentation fort intéressante sur la condition masculine et cette difficulté que beaucoup d'hommes ont
à chercher de l'aide, à demander de l'aide, etc. Personnes vieillissantes, autre population nommée aux itinérantes. Là, c'est fascinant. Tu en as parlé tout à l'heure, Laurence, aussi. C'est l'idée que, donc, là aussi, on est d'une certaine manière en transition vers la fin de vie. C'est nommé, c'est identifié au colloque. Il y a des organismes, donc, qui ont des résidences pour les aînés en fin de vie et qui ont témoigné de cette approche tout à fait particulière pour parfois des hommes qui ont une longue expérience de rue pour terminer leur vie dans la dignité et puis parmi des gens qui connaissent, etc. On pourrait continuer comme ça. Donc, je pense qu'une chose qui ressort beaucoup du colloque national, c'est la réalité des différentes populations. On parle des autochtones, on parle des LGBTQ, des jeunes donc, qui se trouvent très vulnérables. Et puis, on parle de personnes avec déficience intellectuelle, par exemple. Et puis, le responsable d'un programme SRA de la région montréalaise va dire que pour des personnes avec une déficience intellectuelle, l'accompagnement au logement est particulièrement difficile. Ça pose des défis particuliers en termes d'autonomie, je cite, autonomie fonctionnelle. Alors, ça, c'est un premier grand constat, je dirais, du colloque national, un écho, qui vient un peu signaler l'importance de penser les populations sans domicile dans le rapport au logement. Je dirais peut-être aussi, parce que je ne veux pas faire l'état de tout ce qui est dans le colloque national, mais le rapport est divisé donc dans la première section, c'est sur les différentes populations. Deuxième section, sur l'approche globale, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mettre la personne au centre. Quelle est la différence entre intervention et accompagnement? C'est assez fascinant parce que quand on parle de stabilisation résidentielle avec accompagnement, mais qu'est-ce qu'on entend par accompagnement? Et qu'est-ce qui est la différence entre accompagnement et intervention? Parce que stabilisation résidentielle avec intervention, ça ne dit pas grand-chose. C'est pas très logique. Donc, beaucoup de discussions au colloque sur ces questions. Et mettre la personne au centre, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quelque chose qu'on a vu dans le projet SRA, c'est qu'il faut connaître la personne. Oui, accès rapide à un logement, mais il faut créer le lien. Donc, il faut que ce lien de confiance soit créé aussi. Donc, il faut que l'histoire de la personne, il faut qu'on connaisse cette histoire. Et ce lien-là n'est pas évident à construire. Donc, il y a toute une partie du colloque qui porte sur la construction nécessaire du lien, le maintien du lien, qui est aussi une condition, pas forcément une précondition, mais c'est une condition, un accompagnement réussi en logement. Troisième thème, c'est le contrainte dans lequel tout ça se fait. On vient de voir tout à l'heure, donc troisième section du rapport. Contraintes que vivent les personnes, conditions matérielles de vie, contraintes que vivent les intervenants, contraintes en termes de ressources, qu'on a vu tout à l'heure. Puis la dernière section du document sur le colloque porte sur les savoirs, protection du savoir, l'échange de savoir, l'importance de partager les savoirs sur les populations, sur l'accompagnement, avec toutes sortes d'idées qui sont là sur comment on devrait partager ces savoirs-là. Le colloque lui-même, en fait, c'est un moment de partage. Et peut-être juste pour conclure sur les accueils du colloque, notre conception de la formation sur une approche, on ne parle pas d'un modèle, mais une approche en stabilisation résidentielle avec accompagnement, respectueux des différentes populations. Notre conception, que c'est vraiment une co-formation collective qui vit, qui continue dans le temps. Ce n'est pas une recette avec laquelle personne arrive, donc c'est le partage de savoir, avec évidemment les savoirs expérientiels des populations elles-mêmes qui sont au centre. Donc, c'est ça pour les accueils du colloque. Ouais, ben, ça fait du lien, c'est sûr. On a une question de Daniel Richard Pelchat qui nous demande si vous avez pu observer des différences culturelles dans le rapport au logement, à la sécurité, à la cohabitation. Donc, Christopher a parlé de groupes, de certains groupes, jeunes, femmes, hommes, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y en est du côté culturel, justement? Ben, merci. Question intéressante. Ça a été quand même pas mal discuté. Je dirais, je vais me baser un peu sur la littérature récente parce qu'il y a quand même un certain nombre de travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Donc, par population, ça, on entendait les populations autochtones, inuits, qui, on le sait, sont souvent surreprésentées parmi le groupe de personnes en situation d'instabilité résidentielle. Donc, dans un premier temps, oui, ce qui est ressorti d'un certain nombre de travaux, là, entre autres à Montréal ici, c'est
comment dans le rapport à un logement qui est retrouvé, c'est toute l'idée de réciprocité et de rapports familiaux. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes inuites, entre autres, qui, à Montréal, entretiennent des rapports familiaux forts, pour qui c'est une grande source de stabilité, de retrouver des personnes de leur famille qui peuvent avoir une vision familiale assez élargie, très significative, très positive dans leur vie. Et bien, ces rapports familiaux-là ne disparaissent pas si les personnes sont logées ou quand les personnes sont logées. Il y a toute une notion, je pense, culturelle de réciprocité qui est assez forte, donc de donner à la famille, et donc ça peut vouloir dire d'accueillir des gens, puis peut-être plusieurs personnes dans le logement, avec les aspects positifs et les aspects potentiellement négatifs, là, quand on parle de rapport aux voisins, aux propriétaires, que ça peut entraîner. Donc ça, c'est une des choses qui est assez, qui ressort quand même de façon assez claire de la littérature. Aussi le fait que, en fait, de ne pas uniformiser, je pense, il est ressorti assez clairement qu'entre, par exemple, des populations inuites et des populations des Premières Nations, il y a des différences assez importantes là, qui émergent, puis c'est pas quelque chose qui est uniforme. On a peu eu accès dans le projet à des personnes issues de l'immigration, par exemple, différentes communautés culturelles. Dans le cadre du projet, ça, c'est pas quelque chose qui est ressorti de manière forte. Il faut dire aussi que l'accès à ces populations-là peut être un petit peu moins facile. Là, je pense qu'on en a discuté, entre autres, dans les focus group. C'est pas nécessairement des populations qui vont s'identifier comme itinérantes, premièrement. Puis, tout dépendant de leur statut au Canada, par exemple. Donc, ça peut être assez difficile. C'est peut-être un point aveugle de la recherche, là, où des personnes réfugiées, par exemple, ou des personnes sans papier, on aurait eu difficilement accès à ces personnes-là de par notre recrutement. On a fait des tournées régionales, on est allé avec des organismes en accompagnement résidentiel, mais le point d'entrée pour des populations qui sont peut-être même plus désaffiliées, comme ça, c'est peut-être un peu un point aveugle, oui. Donc, quelque chose à explorer définitivement. Je ne sais pas si Christopher, tu veux... Mais lors du colloque national, on mentionne effectivement des populations immigrantes. Ça ne fait pas objet, ils ne font pas objet d'autant d'échanges et de débats et de présentations finalement que d'autres parties de la population. Par contre, pour les Autochtones, oui, il y a beaucoup d'éléments sur les Autochtones, et puis tu as parlé aussi de certains aspects qu'on peut appeler culturels. Question de langue qui est vraiment centrale aussi, qui ressort beaucoup dans le colloque, la communication, l'importance du par et pour les Autochtones comme étant quelque chose de central, et les traumas historiques que les populations autochtones ont vécu, écoles résidentielles. Aussi, les difficultés en termes de logement dans les réserves autochtones, le contrôle de l'accès au logement. Donc, il y a des questions matérielles, culturelles, historiques, traumatiques, linguistiques. Oui, c'est un grand enjeu qui est présent. Pas d'autres questions pour l'instant. On s'en va vers la fin du bloc. Je ne sais pas si vous y avez des choses à ajouter ou peut-être annoncer un peu Mais je pense que on voulait aussi parler du projet chez soi. Oui, du projet chez soi. Et ça vient, je dirais, compléter beaucoup. Bon, Laurence est impliquée, Nathalie Keys est impliquée aussi comme responsable des équipes de suivi. Nathalie qui est membre de l'équipe. Et puis moi, j'étais impliqué là-dedans. Ça reste quelque chose de fascinant, je dirais, comme démarche. Et comme je disais tout à l'heure, donc il y avait des ressources importantes qui étaient mises à la disposition des équipes qu'on a pu suivre comme chercheurs. Et cette question des populations, c'était présent finalement. Dans les résultats à 18 mois, à 48 mois, on voit des différences en termes de la possibilité de bien s'adapter à son logement selon le profil. On voit bien pour les plus jeunes, c'est difficile de se détacher un peu de son instabilité existentielle, ses amis de la rue, etc. Donc, pour les femmes, effectivement, donc on voit la question de la violence qui revient pour certaines femmes à 18 mois.
Ces documents qui sont d'ailleurs sur le site du CREMIS, sur le volet Housing First, logement d'abord, chez soi. C'est pas toutes les femmes, mais il y a des femmes qui ont été retrouvées par des conjoints violents en logement ou des membres de la famille qui ont exercé une certaine domination sur elles. Et puis à 48 mois, un an après la fin du projet, donc on voit émerger quand même, on voit l'impact à long terme d'avoir participé au projet chez soi, qui sont quand même assez différenciés selon qu'on est homme ou femme. Selon qu'on a des besoins élevés aussi en santé mentale. Ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans notre projet SRA, que des intervenants, oui, toxicomanie, dépendance, problèmes de santé mentale, comment vivre avec ça. Nos équipes dans le projet chez soi à Montréal ont développé toute une compétence, donc avec une pratique de la psychiatrie de proximité, avec suivi par des gens très expérimentés dans le domaine. On va pouvoir en discuter le prochain webinaire de cette dimension-là, question de santé, suivi de santé. Et puis, à travers les projets expérimentaux à Montréal, donc, on peut avancer par rapport parfois à des cas assez difficiles. Et un peu tristement, à 48 mois, donc, on a retrouvé des personnes qui étaient, par exemple, dans le groupe expérimental, avec des besoins élevés en santé mentale, qui n'ont pas pu maintenir cet suivi intensif et qui se sont retrouvés dans des conditions assez problématiques. Puis, une des choses on est constat auxquelles on est arrivé pour certaines populations, que ce soit déficience intellectuelle, donc Guillaume est un expert, ou quand il y a des besoins élevés en santé mentale, donc l'accompagnement, c'est à long terme. Et ça présume les ressources disponibles, ça présume le réseau public de la santé, réseau institutionnel qui est présent, qui peut mettre ses ressources à la disposition des gens. Ouais. Si je peux ajouter, mais je pense en termes de contexte, tout à fait. Puis je pense que ce qui est important de souligner, c'est que dans le projet chez soi, c'était exclusivement des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que dans les récits des personnes accompagnées dans le projet SRA, qui avaient ou non des problèmes de santé mentale, il y a des éléments forts qui reviennent en termes de pratiques aidantes. Des pratiques qui étaient présentes dans des approches logement d'abord, donc par exemple d'y aller vraiment au rythme de la personne. Finalement, que la personne soit en hébergement, en logement temporaire, en logement, peu importe l'approche qui est utilisée, ces besoins-là, ces pratiques-là, de s'adapter au rythme de la personne. Je reviens sur l'idée de l'invitation, de pouvoir dire non à une visite, de pouvoir d'avoir une certaine autonomie dans notre rapport à notre intervenant, mais c'était pas tributaire là, des problèmes de santé mentale de la personne, pas du tout. Donc, une diversité de population avec quelque chose de transversal là-dedans, dans, par exemple, ce qu'on retrouve de tes travaux, Christopher, ou encore les travaux d'Henri Dorville, qui a publié sur le rapport au logement parmi les personnes accompagnées dans chez soi. Des thématiques très similaires sur les pratiques qui sont aidantes. Donc, c'est l'idée à la fois tenir compte des populations, mais aussi dire il y a quand même des apprentissages importants qu'on a fait, je pense, dans chez soi en termes de pratiques qui sont innovantes et qui peuvent être appliquées dans différents contextes puis dans différentes approches. Donc, quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'on constate à la fois projet chez soi, projet SRA, l'importance des témoignages des personnes qui sont accompagnées, qui vivent ce dont on parle. C'est des témoignages qui sont toujours forts, toujours précieux, toujours énormément de contenu. Et je dirais que, peut-être on ne termine pas pour le moment, mais l'idée des temps de vie, les trajectoires de vie, les parcours de vie, les histoires que les gens portent en eux, et la signification pour eux d'être accompagnés par des gens qui écoutent, qui les voient comme des êtres humains. Donc, souvent, dans les entrevues avec les personnes, on parle, comme je traitais, d'égal en égal, finalement. Donc, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire l'égalité, la protection de l'égalité. Et toute cette, malgré les difficultés, malgré les craintes pour certaines femmes de se trouver en logement, malgré tout ça, quand même le sentiment d'être passé ou en train de passer à une autre étape, un autre espace-temps de la vie. Qu'est-ce qui a changé? Dans les faits, c'est le rapport
beaucoup avec les accompagnateurs. Et là, on voit deux cas de figure. Parfois, il y a une personne, on va revenir là-dessus un peu plus tard dans les webinaires, parfois c'est une personne très significative qui occupe beaucoup de place dans l'accompagnement de la personne. Et parfois, c'est tout un réseau d'accompagnateurs qui se mettent autour de la personne. Et souvent, c'est un choix aussi que la personne fait de préférer un accompagnement multiple de ce type-là. Il y a une chose que je voulais juste dire aussi par rapport au projet C-SWA, parce qu'on a vu ça aussi dans le projet SRA, c'est l'ambiguïté que les personnes peuvent ressentir à long terme en hébergement. Donc, des personnes dans le projet C-SWA qui étaient dans des groupes groupes témoins, et dans un cas, en tout cas quelqu'un du groupe expérimental, qui se trouve à long terme dans une résidence d'hébergement. Ou si on prend les différentes dimensions du bien-être de la personne, en termes de conditions matérielles, d'accord, oui, on est logé, on est nourri, mais en termes d'autonomie, donc ça peut être assez difficile finalement. Et parfois en termes de l'espace dont on dispose, parce qu'évidemment, c'est des ressources des centres qui n'en disposent pas des ressources pour avoir des, comme on parlait tout à l'heure, des grands apparts éclairés. Et donc, il y a beaucoup d'ambiguïté dans les témoignages des gens finalement, qui se trouvent en résidence, en hébergement. Une reconnaissance, disons, de ne plus être dans la rue, mais en même temps, un sentiment que l'avenir va être lent. Ouais. Tout à fait. Donc, on pourrait terminer là-dessus, je crois. Oui. Ça vous va? Donc, on vous remercie de la participation au webinaire. Le prochain webinaire, je ne sais pas si on peut déjà annoncer la date. Ou oui, c'est le 17 mai. Donc, on va, Nancy Keys aussi va être avec nous pour le 17 mai pour parler notamment de toutes les questions de la santé, des traumas, l'impact sur les personnes. Et puis aussi, bon, le rapport avec le réseau de la santé. Nous vous invitons aussi si vous avez envie d'écrire quelque chose, mais écrivez dedans. Et puis nous, on peut intégrer ça dans ce rapport qui se construit et qui va être diffusé après le dernier webinaire qui a lieu tous les 21 juin, en tout cas dans ces heures-là. Puis entre-temps, donc il y a différents documents qui sont en ligne. Je suis en train de me dire que la présentation que Laurence a fait tout à l'heure, il faut de mettre ça en ligne peut-être. Ben, la présentation PowerPoint devrait l'être sous peu. Oui, donc c'est peut-être dans cette espèce de construction d'une série de documents, je pense que j'ai incité Laurence à le mettre en ligne. Tout à fait. Donc, on vous remercie encore. Merci beaucoup. Bye bye.